La suite de votre grand journal du soir sur Europe 1 et vous le savez, tous les jours à 19h15, c'est l'heure de l'interview politique d'Aurélie Herbemont, Nathalie Lévy. Et avec votre invité ce soir à distance, l'ancien ministre socialiste de la Santé, Claude Évin. Bonsoir Claude Évin. Bonsoir. Le Premier ministre est en ce moment auditionné par la mission d'information de l'Assemblée nationale. Il juge probable que le déconfinement ne se fera pas en une fois partout et pour tout le monde, même si on n'est encore pas là évidemment. C'est la bonne stratégie selon vous, un déconfinement gradué ? Il est difficile aujourd'hui de dater d'abord le déconfinement. Je pense qu'un des critères qu'il faudra prendre en considération, c'est la diminution du nombre de patients qui sont hospitalisés dans des services de réanimation. Donc il n'est pas impossible effectivement qu'il y ait des situations très très différentes selon les régions, puisqu'on a vu effectivement monter de manière très très importante une situation très très difficile, catastrophique même dans l'est de la France, et aujourd'hui elle est toujours très forte dans l'est de la France, mais elle est aussi très forte notamment en Île-de-France, alors que dans l'ouest par exemple elle n'est pas de la même intensité. Donc il n'est pas impossible effectivement qu'il y ait une évolution qui soit différente selon les régions, et il faudra apprécier s'il est possible effectivement, et si ça ne conduit pas aussi à des comportements d'ailleurs difficiles, erratiques de la part de la population, est-ce qu'il y a un confinement qui soit levé de manière différenciée selon les régions. Dans l'opposition, beaucoup critiquent la gestion de crise de l'exécutif, l'impréparation. En premier lieu, Marine Le Pen. Vous, en tant qu'ancien ministre de la Santé, que pensez-vous de la façon dont le gouvernement gère la situation ? Moi, je crois qu'il faut toujours avoir en tête d'abord que c'est une situation inédite, que l'on est face à une situation, je dirais, exceptionnelle dans le sens littéral du terme. Elle est inédite par son ampleur, parce que jamais nous n'avons été confrontés, jamais aucun pays au monde n'a été confronté à une situation où il fallait confiner, où il fallait isoler, si je puis dire, l'ensemble de la population du pays. Et puis d'autre part, elle est inédite par son imprévisibilité, c'est-à-dire qu'on a bien vu que on n'avait pas une connaissance suffisante du virus, on n'avait pas non plus une connaissance suffisante de l'implication de ce virus sur l'épidémiologie de la population, et donc il a fallu adapter les décisions, et ce sont les professionnels eux-mêmes d'ailleurs qui le disent, les scientifiques qui le disent. Il a fallu adapter la situation, les décisions à une situation qui a évolué. Donc porter une appréciation critique, notamment dans la dernière période. Alors on peut effectivement aussi s'interroger, je vais y revenir, sur des périodes plus anciennes, mais s'interroger sur le fait de savoir s'il fallait prendre telle ou telle décision de confinement ou pas, de report ou non d'élection, etc. à tel ou tel moment. Il faudra sans doute se reposer des questions à un moment, mais j'attire quand même l'attention sur le fait que tout ça s'est quand même déroulé dans un contexte où il était très très difficile au jour le jour d'avoir une appréciation très juste de la manière dont les choses allaient effectivement se passer ensuite. Alors, il y a par ailleurs des décisions qui peuvent être effectivement, et elles devront l'être d'ailleurs, parce qu'à partir du moment où il y a eu le sentiment, en tous les cas dans l'opinion, qu'il y a eu des dysfonctionnements, il faudra faire la transparence sur les décisions qui ont été prises. Mais ces décisions ont parfois été prises, je pense par exemple au stockage des masques, au stockage de produits, à des moments où nous n'avions pas, où les pouvoirs publics n'avaient pas l'appréciation d'une crise de cette ampleur. Donc porter une critique sur des faits qui se sont déroulés il y a quelques mois ou quelques années dans un contexte totalement différent est, à mon avis, en tous les cas aujourd'hui, dans la situation de crise, absolument d'abord déplacé, et puis d'autre part, ça n'apporte pas de réponse aujourd'hui sur les décisions qu'il faut prendre maintenant. Oui, il faut, selon vous, attendre la fin de la crise, que la phase aiguë ne soit plus en cours pour se pencher sur ce qui a été fait, bien fait et peut-être mal fait. Il faudra regarder, vous savez, d'une manière générale, dans le domaine de la santé, on a l'habitude, les professionnels de santé, les établissements de santé ont l'habitude de faire ce qu'on appelle des rétex, c'est-à-dire des retours d'expérience.
Quand il y a un fait qui n'était pas prévu, une intervention qui s'est pas bien passée, etc., les équipes médicales, les équipes de professionnels ont cette habitude de revenir pour en tirer les leçons. Il faut qu'on ait aussi cette démarche, elle n'est pas du tout intentatoire, et d'ailleurs le gouvernement ne le perçoit pas du tout de cette manière, c'est pas du tout une critique par rapport au gouvernement, il faudra effectivement le faire, et la mission parlementaire qui est réunie en ce moment est tout à fait utile. Lorsqu'il y a eu d'autres crises sanitaires, moi-même j'ai présidé la mission d'information à la suite de la canicule de 2003, j'étais à ce moment-là membre de l'Assemblée nationale, j'ai présidé comme membre de l'opposition une mission d'information, nous avons refait le point sur ce qui s'était passé, nous avons analysé ce qui s'était passé, nous avons fait un certain nombre de recommandations. Hier, Emmanuel Macron, d'une certaine façon, a reconnu que la France n'était pas prête à faire face à ce type de crise en termes de masques, vous l'évoquiez tout à l'heure, de respirateurs, puisqu'il considère qu'on doit rebâtir notre souveraineté en la matière. Il y aura des décisions à prendre après. Oui, tout à fait. Ben, nous n'étions pas prêts à cette crise parce que je vous répète que personne n'avait pu imaginer une telle crise. Toutes les crises qui étaient évoquées étaient des crises effectivement, notamment sur le plan sanitaire, étaient des crises dont l'origine pouvait être liée à un virus, mais personne n'avait jamais imaginé, dans la littérature que l'on peut ressortir aujourd'hui, personne n'imagine une crise dans laquelle on est obligé de confiner l'ensemble de la population et d'avoir un tel afflux et pendant une telle durée d'hospitalisation dans les services de réanimation. Alors Claude Évin, on fabrique et on importe surtout beaucoup en ce moment des masques chirurgicaux et aussi des FFP2 pour équiper bien sûr en priorité les soignants. Mais est-ce que selon vous, il faudrait conseiller à la population de porter un masque en tissu fait maison quand on sort pour faire ses courses par exemple ? Écoutez, je n'ai pas la réponse à toutes les questions. J'attire seulement l'attention sur le fait d'abord que les masques qui sont utilisés par les professionnels de santé dans les établissements de santé correspondent à des normes. Ce sont ce qu'on appelle des dispositifs médicaux, c'est-à-dire qu'ils répondent à un certain nombre de normes pour pouvoir effectivement être un obstacle au virus. C'est pas parce qu'on se met quelque chose devant la bouche et devant le nez que pour autant on garantit la protection. D'autre part, il y a certains aussi médecins le conseillent tout de même. Et comment ? Et certains médecins le conseillent quand même dans la rue, avoir une protection, même minimale. Et Donald Trump aussi aux États-Unis est en train d'envisager les masques artisanaux. Bon, écoutez, je ne fais pas référence nécessairement à Donald Trump pour être le meilleur spécialiste en la matière et surtout pour avoir un avis médical en la matière. Et moi-même, je n'ai pas un avis médical, je me garderai bien de l'exprimer. En termes d'avis médical, je ne suis pas médecin. Par contre, ce que je sais et ce sur quoi il faut attirer l'attention, c'est le fait d'avoir un masque devant le visage, c'est-à-dire devant le nez et la bouche d'ailleurs, parce qu'on voit aussi beaucoup de personnes qui le portent simplement dans la bouche et ça n'a pas d'intérêt, nécessite aussi d'abord que le masque puisse être bien utilisé, c'est-à-dire qu'on ne le manipule pas, parce que quand effectivement on voit des gens qui le retirent pour le mettre à la hauteur du cou, ça n'a aucun intérêt, c'est même plus dangereux que de ne rien porter. Par ailleurs, je rappelle aussi que la meilleure protection, c'est effectivement ce qu'on appelle les gestes barrières d'une manière générale, prioritairement au masque, et d'autre part de se laver les mains, soit avec du savon, soit avec un gel hydroalcoolique, parce que c'est pas uniquement le fait de porter le masque qui protège, c'est aussi se protéger quand on touche des objets qui ont pu être porteurs effectivement du virus. Donc méfions-nous effectivement de ce qui peut apparaître comme une protection qui peut être illusoire par rapport à la réalité de la transmission du virus. Un dernier point, Claude Évin, à propos du traitement à la chloroquine, traitement qui fait débat au sein de la communauté scientifique et de la classe politique. Vous, ministre de la Santé, est-ce que vous feriez différemment de ce que fait Olivier Véran, qui a choisi d'encadrer ce traitement en attendant d'en savoir plus sur le rapport bénéfice-risque ? Non, j'aurais fait exactement la même chose parce qu'il le fait au regard de ce qui est nécessaire lorsque on utilise un produit lorsqu'on utilise un médicament dans une nouvelle indication. Certes, il s'agit d'un médicament qui existe, mais qui n'est pas utilisé pour ce type d'indication. Et donc, il est nécessaire qu'on puisse d'une part vérifier que d'abord il a réellement un effet thérapeutique par rapport au coronavirus, et d'autre part que l'on puisse aussi vérifier quels sont les effets qui peuvent être effectivement induits
par une prescription qui est une prescription qui peut être une prescription d'ailleurs qui est une prescription en fait d'un dosage nettement supérieur à ce qui est fait habituellement quand on entend des gens qui disent mais j'ai pris de la Nivaquine par exemple et donc il n'y a pas de problème, je peux prendre ça. Non, c'est pas du tout la même chose et donc on a bien vu d'ailleurs qu'il y a des risques effectivement d'incidents cardiovasculaires et donc un médicament c'est jamais neutre, c'est jamais anodin. Hein, et donc quand on le donne dans une indication nouvelle, il est nécessaire qu'il y ait effectivement des études cliniques, ce qui est le cas actuellement. Par ailleurs, le fait d'avoir pour le moment autorisé dans les établissements de santé est une manière de contenir, si je puis dire, ces prescriptions, mais attendons que les études cliniques aient montré d'une part qu'il y a un réel effet de ce médicament et d'autre part que l'on puisse maîtriser dans les dosages auxquels il sera prescrit, que l'on puisse maîtriser ses effets induits. Merci beaucoup Claude Évin d'avoir été mon invité ce soir. Merci. Merci Aurélie Herbemont. Europe 1.